Bonsoir chers amis téléspectateurs, et voilà, vous êtes dans une autre page de profil sur votre chaîne de télévision nationale d'IRTS, dans votre magazine French Mag. Alors notre équipe est venue rendre visite à l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène, son Excellence. Bonsoir Excellence. Bonsoir. Nous sommes très ravis que vous ayez accepté de nous faire ce profil. Alors, nous voudrions d'abord, avant tout, que vous nous parliez de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel? Oui. Avec grand plaisir. Donc, moi, je suis un pur produit de l'école sénégalaise. J'ai fait toutes mes études au Sénégal, primaire jusqu'à niveau universitaire. J'ai tout fait au Sénégal. Et j'ai saisi l'occasion pour saluer mes professeurs, mes maîtres qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé à obtenir mes diplômes et à devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc moi, professionnellement, je suis un conseiller des affaires étrangères, diplômé de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, en 1994. Avant d'accéder à la section diplomatique, j'étais d'abord dans le commandement territorial. Je suis sorti du centre de formation professionnelle de perfectionnement administratif en 1981. Et de 1981 à 1985, j'étais adjoint au préfet de Linguère. Ensuite, de 1985 à 1988, j'étais sous-préfet de Thili Boubacar. Et de 1989 à 1990, j'étais sous-préfet de Koupentoum. C'est après que j'ai fait maintenant le concours professionnel pour aller à l'ENAM en 1991. Et j'ai fait 3 ans de formation à l'ENAM. Et je suis sorti en 1994 comme conseiller des affaires étrangères. L'ENAM, c'est l'école de formation la plus élevée en quelque sorte du Sénégal, où sont formés les inspecteurs des impôts, les inspecteurs du trésor, les magistrats, les douaniers, parce qu'en son temps, ça s'appelait l'ENAM. Nous sommes la dernière promotion sortie de l'ENAM. Après, ça a changé pour devenir l'ENA. Mais donc, pour accéder à l'ENA, il faut avoir la maîtrise pour faire le concours direct, ou bien être fonctionnaire de la hiérarchie B, qui a fait 5 ans de carrière pour pouvoir faire le concours et accéder à l'ENAM A. Donc moi, c'est le parcours que j'ai suivi, parce que très tôt, il me fallait aller travailler pour venir voler au secours de mes parents. Et donc c'est pourquoi après le bac, j'étais orienté en sciences éco, mais j'ai préféré aller me former, travailler, entretenir mes parents, continuer ma formation, continuer mes études et avoir le niveau, les moyens, les capacités de réussir le concours de l'ENA, qui était un concours extrêmement difficile. On était près de 1900 candidats, il ne prenait que 10 et j'étais deuxième à ce concours-là. Donc voilà comment j'ai fait donc, pour accéder à cette prestigieuse école. Quand je suis sorti de l'ENA en 1994, conseiller des affaires étrangères, j'ai été nommé chef de division à la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères, parce que j'ai une formation juridique. Donc j'ai fait 4 ans à cette division. J'ai été nommé ensuite deuxième conseiller à notre ambassade à Addis Abeba. Je suis resté là-bas donc de 1998 à 2006, parce que le séjour en son temps à l'extérieur était de 6 ans. Parce que j'avais de bonnes relations et j'avais aussi été très apprécié par la haute direction de l'Union africaine, j'ai été nommé Senior Political Advisor de l'Union africaine et envoyé en Côte d'Ivoire. Donc de 2004 à 2008, j'étais fonctionnaire international affecté en Côte d'Ivoire. Et là, notre mission était d'accompagner le processus de sortie de crise. Il y avait la tension entre le Nord
et le sud de la Côte d'Ivoire, les forces nouvelles qui avaient attaqué le président Gbagbo. Et pour ramener la paix, l'Union africaine avait ouvert un bureau sur place et j'ai été nommé pour être le senior political advisor de ce bureau-là. Donc je l'ai occupé pendant 4 ans jusqu'à ce qu'on ait fait les accords de Marcoussis, jusqu'à ce qu'on ait signé l'accord de Ouagadougou, qui a permis à M. Jean Konan Banny de devenir le Premier ministre, qui devait avoir toutes les fonctions, tout le mandat. Et après, j'ai dû démissionner pour retourner au Sénégal et rentrer au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Donc j'ai été réintégré dans la fonction publique sénégalaise. J'ai occupé donc la fonction de conseiller technique numéro 1 du ministre, Cheikh Tidiane Gadio. Ensuite, j'ai été élevé au rang de ministre conseiller. Ensuite, quand monsieur le ministre d'État Madi Kenya est arrivé, j'ai été promu ambassadeur, conseiller technique à Dakar. Et en 2010, étant donné que j'avais fait 6 ans comme conseiller à l'ambassade du Sénégal à Addis Abeba et 4 ans comme fonctionnaire international à l'Union africaine, j'ai été redéployé à Addis Abeba comme ambassadeur. Et donc j'ai fait là-bas, de 2010 à 2014, j'ai été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Éthiopie, du Kenya, de la Tanzanie, du Burundi, du Rwanda, de Djibouti et de la Somalie. Et ensuite, représentant permanent auprès de l'Union africaine, auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi au Kenya et du Programme des Nations Unies pour l'habitat à Nairobi au Kenya. Donc je l'ai fait pendant 4 bonnes années ou 5. Ensuite, j'ai été affecté en septembre 2014 en Suisse, à Genève, pour être ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies, l'Office des Nations Unies à Genève. Donc là aussi, j'ai fait 1 année et monsieur le Président de la République a bien voulu me nommer ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de son Excellence M. François Hollande. Et j'ai été donc posté en France de 2015 à 2019. Et en 2019, la Gambie étant l'un des postes les plus importants pour le Sénégal, pour la diplomatie sénégalaise, Monsieur le Président de la République a pensé que je devais être déployé ici. Et depuis donc 25 octobre 2019, j'ai pris fonction ici, en Gambie, comme ambassadeur, haut commissaire du Sénégal en Gambie. Et j'en tire une réelle fierté d'être ambassadeur du Sénégal en Gambie, parce que ce n'est pas tout le monde qui va être nommé ici. Donc c'est une fierté pour moi légitime. C'est un réel plaisir de retrouver mes parents. C'est un bonheur aussi pour un diplomate sénégalais de plancher sur un menu aussi intéressant et aussi dense que le menu que j'ai trouvé ici en Gambie. Donc je remercie bien Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, d'avoir pensé à moi pour un poste aussi prestigieux, un poste aussi important que la Gambie. En tout cas, Excellence, c'est un très riche parcours professionnel que vous avez ici. Et maintenant, nous allons parler de votre travail exactement ici en Gambie. En tant qu'ambassadeur, nous allons parler de la relation entre les 2 pays que sont la Gambie et le Sénégal. Quels sont les récents développements notés depuis votre accession ici à ces offices? Donc, je réitère encore mon bonheur et mon plaisir d'avoir été choisi pour occuper ce poste important et stratégique pour le Sénégal, pour sa paix, sa stabilité, pour son développement économique et social.
la Gambie est un élément stratégique dans tout le dispositif de la sous-région ouest africaine. Et donc, ce qu'on peut relever depuis que je suis là, c'est, comme je l'ai dit, de contribuer au quotidien à l'entente cordiale entre les deux peuples, à une relation huilée entre les deux gouvernements et à faciliter aussi tout ce qui est développement, déplacement des biens et des personnes à travers les deux pays. Ça s'était très bien lancé. On devait même avoir une journée de la Sénégambie qui devait avoir le 1er mars 2020. C'était en son temps le 1er ou le 1er avril, le 31 mars plutôt. Le 31 mars 2020, on devait avoir, pour marquer l'amitié et la solidarité entre les deux peuples, on devait avoir cette journée de solidarité. On devait se retrouver dans un village à la frontière, vers Seleti, où on allait regrouper les deux peuples avec nos cultures et tout, pour marquer, montrer que nous sommes un et indivisibles. Malheureusement, la pandémie est arrivée le 2 mars au Sénégal et le 17 mars ici, en Gambie. Et il y a des mesures qui ont été prises automatiquement, de fermeture de la frontière, de restriction des déplacements, d'interdiction des regroupements, etc., et de respect des mesures barrières pour se protéger. C'est ça qui a fait que cette journée n'a pas eu lieu. On voulait cette journée parce qu'avant, il y a eu un petit incident à Caran pour les bus qui devaient aller. Les transporteurs ont eu des difficultés et nous avons pu régler ça. Sincèrement, avec mon intervention, la première occasion, la première difficulté, je l'ai réglée, mais la deuxième fois, il a fallu que nos ministres aillent à Dakar et discutent et une audience avec M. le Président de la République pour qu'une décision définitive soit prise de régler définitivement la question en permettant maintenant à deux bus d'aller vice-versa et d'envisager une montée en puissance dans le temps. Et ça, c'était extrêmement important. Et là aussi, nous avons joué notre partition pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Récemment, nous avons organisé une réunion des ministres des Finances. Parce que, comme vous le savez, une bonne partie du pétrole du Mali, bien maintenant de la Gambie, c'est à partir de la Gambie que les citernes sont chargées pour aller au Mali. Et ça leur fait un gain, il paraît, de 700 km. Au lieu d'aller jusqu'à Dakar pour prendre le pétrole, ils viennent prendre le pétrole ici. Voilà. Et cela avait créé une tension réelle. Les camions étaient là bloqués pendant des mois, ou bien des semaines, sans pouvoir bouger. Mais il a fallu qu'on intervienne, qu'on accompagne M. le ministre Mambouri Ndiaye et le ministre Diallo de Garde des Sceaux, qu'on ait une réunion à Dakar, bien sûr avec les instructions de leur Excellence Adama Barrow et Macky Sall. Sur la base de ces instructions, nous sommes allés à Dakar, nous avons tenu la réunion, et pour montrer la particularité de la relation entre la Gambie et le Sénégal, M. le Président Macky Sall a donné instruction que tout ce que la Gambie veut, que le Sénégal accède à ça. Et c'est ce qui a été fait. Toutes les demandes de la partie gambienne ont été satisfaites. Donc ça veut dire que entre les deux pays, personne, je dis personne, ne peut créer, ne peut chercher, ne peut faire ombrage à cette marche dynamique vers la paix et le développement dans l'entente cordiale. C'est ça. Bien, Excellence. Raison pour laquelle nous aussi nous sommes là, parce que notre magazine Frenchman, comme vous le savez, c'est une langue française qu'on utilise. Une personne comme moi, j'ai grandi au Sénégal. Donc, nous, en tant que journalistes, on voudrait seulement donner notre participation
votre travail, si l'on peut dire, à tout éclaircir pour les deux pays, puisse maintenir l'entente, l'unité et tout ça cordialement. Raison pour laquelle les problèmes qu'on entend souvent, on voudrait que vous nous éclaircissiez un peu, parce que tout récemment, nous avons entendu les députés de l'Assemblée nationale de la Gambie parler de révision de ce contrat de la pêche entre le Sénégal et il y a d'autres pays nommés bien sûr, mais nous, ce qui nous importe, c'est le Sénégal. Et pourquoi cette révision à votre avis? Parce qu'on dit souvent ici que maintenant dans les marchés, il est très rare de voir poissons, et c'est peut-être la faute des pêcheurs sénégalais, etc. Votre opinion là-dessus? Mais d'abord, je veux d'abord savoir, est-ce que la pêche est organisée par qui ici? Qui pêche? Est-ce que les Gambiens pêchent? Est-ce qu'il y a des Gambiens pêcheurs? Bien sûr, il y en a. Oui. Mais en tout cas, je sais que l'essentiel des pêcheurs, c'est des Sénégalais ici. De tout temps, depuis Mathusalem, depuis nos grands-parents, depuis nos arrière-grands-parents, c'est les Sénégalais qui sont nés dans la pêche, qui sont à Mbour, qui viennent de Guet-Ndar, qui sont les pêcheurs. De tout temps, le marché gambien a été servi par les pêcheurs sénégalais. Quel est l'élément nouveau maintenant? Pourquoi maintenant on vous dit que c'est des Sénégalais qui empêchent d'approvisionner le marché gambien, alors que c'est les Sénégalais qui ont toujours approvisionné ce marché? Il paraît que maintenant, il y a des pêcheurs gambiens. Et nous, de notre côté, nous avions fait des reportages dans les marchés. On est allé jusqu'à Bakoté. Et il y a des femmes qui disaient que maintenant, les pêcheurs gambiens, ils ont du mal à pêcher parce qu'ils disent que la nuit, ils trouvent de grands bateaux là-bas. Certains sont des Sénégalais, d'autres sont des Chinois. Donc voilà, on a trouvé important de relever cette question aussi. Non, c'est bien. C'est très bien de les relever. Mais comme je l'ai dit, la relation entre les deux pays, ça ne date pas de nous qui sommes là. C'est des relations qui datent de nos arrière-grands-parents. La question de la pêche, ce sont nos grands-parents qui sont là. Quand il y a eu Sagnan, il y a des familles qui m'ont dit qu'ils sont là depuis 50 ans. C'est des familles de pêcheurs. Ils ont même appris à pêcher à des Gambiens. C'est indiscutable. Je suis allé à Djareng. Ce que je dis là, c'est des éléments que j'ai vécu personnellement. Ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. C'est des éléments, moi je suis un ambassadeur du terrain. Je suis allé sur le terrain et j'ai vu. À Djareng, il y a des populations gambiennes qui ont appris à pêcher à part avec les Sénégalais et qui pêchent maintenant. Et ça, ça me fait un plaisir. Parce que c'est ça la relation. On doit vivre ensemble. On doit se prêter assistance. Et c'est comme ça. Peut-être que les Sénégalais aussi ont appris d'autres choses avec les Gambiens. C'est comme ça. Quand on vit ensemble, on se prête mutuellement assistance. Et ça, c'est beau. Mais dire que les Sénégalais, c'est à cause des Sénégalais qu'il n'y a pas de poisson en Gambie, je crois que c'est une erreur. Parce que si vous voyez que les Sénégalais viennent ici, ils viennent aussi en Mauritanie, ils vont au Cap-Vert, ils vont partout. Allez quelque part dans le monde, si vous ne voyez pas un Sénégalais, on dit de ne pas passer la nuit parce que ça veut dire qu'il y a un danger. Les Sénégalais sont partout par nature. Et donc, la mer, là, elle est vaste. Elle est vaste. Nous avons, il y a des droits, il y a un droit sur la mer. La zone maritime exclusive, nous avons les relations, les contrats, les conventions que nous avons signées entre États qui fonctionnent. Quand le ministre de la Pêche est venu ici récemment, avec son collègue M. James Gomez, il y a eu une parfaite entente. Ils sont parlé, ils ont relevé les défis, les problèmes qu'il y a, et ils ont retenu de venir régulièrement, d'avoir des rencontres bilatérales, régulières, entre ministres de la Pêche. Et ça, je crois que c'est ça la voie. Au lieu de jeter l'anathème sur un, je crois qu'il faut plutôt envisager l'avenir avec espérance, voir ensemble comment on peut se rencontrer, comment on peut faire en sorte que chacun trouve son intérêt, se retrouve dans la relation. Je crois que c'est ça qui... Y a-t-il des étapes excellentes qui ont déjà été prises concernant, dans le domaine surtout de la pêche? Non, la relation, la convention est là. Elle date de
Je ne sais pas, j'ai même la convention, je n'ai plus la date, mais elle date de très longtemps. Parce que c'est un mouvement naturel. Par exemple, si nous prenons le cas de la transhumance entre la Mauritanie et le Sénégal, les dromadaires ont l'habitude au mois d'avril, même sans leur berger, de traverser le fleuve pour aller de l'autre côté, et vice-versa. C'est un mouvement naturel entre le Sénégal et... On l'a codifié avec un accord simplement parce que nous sommes des États indépendants et souverains. C'est pourquoi nous l'avons codifié. Mais cette relation naturelle entre les deux peuples, si on veut y mettre un terme, ça va être difficile. Parce que si je suis marié ici, je suis sénégalais, je suis marié en Gambie, vous pouvez m'empêcher d'aller pêcher. Non. Si vice-versa, il y a un Gambien qui est marié à une Mouroise ou à une Saint-Louisienne, il est là-bas. Et qui peut l'empêcher d'aller pêcher? Moi, je crois qu'il faut envisager la relation sous d'autres auspices, dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant, où chacun essaie de comprendre l'autre et de lui alléger un espace de vie. C'est mieux que de chercher des difficultés qui n'existent pas. Les Sénégalais n'ont jamais empêché aux poissons d'être consommés en Gambie. Au contraire, eux, ils vont et ils viennent, ils vendent. Maintenant, ce que j'avais lu plutôt, et ça, j'ai même réagi par rapport aux journalistes qui l'avaient écrit. Ils ont dit, ils n'accusent pas les pêcheurs. Ils n'accusent pas les pêcheurs qui vont en mer pour prendre le poisson. Ils accusent plutôt les marchands, les mareyeurs qui viennent, qui achètent tout le poisson avec des devises plus fortes et empêchent le marché gambien d'être servi en poisson. Moi, c'est ça que j'ai vu. Ce n'est pas les pêcheurs, mais plutôt ils accusent les vendeurs qui viennent avec leur camionnette. Ils achètent tout parce que peut-être ils ont... Et d'où viennent ces mareyeurs? Ils viennent naturellement du Sénégal. Parce qu'ils viennent avec leur voiture. Ils viennent peut-être du sud ou du nord. Parce que ici, étant donné que la mer est poissonneuse, c'est la loi de l'offre et de la demande. Partout où il y a une offre importante, ça veut dire que les prix sont moins chers. Et donc, le commerçant, il cherche un bénéfice. Il va là où le prix est meilleur marché. C'est tout. Alors, Excellence, nous allons dépasser cette étape pour parler un peu de sécurité et de transport. En tout cas, avant de dépasser cette étape, je veux quand même lancer un appel qu'on sache que cette mer-là, elle nous appartient à nous tous. Elle appartient à la Gambie, elle appartient au Sénégal, mais c'est le bon Dieu qui a donné cet avantage à ces deux pays. Dieu a fait que la mer est poissonneuse. Depuis nos aïeux, depuis nos arrière-grands-parents, il y a eu cette relation cordiale entre pêcheurs et paysans. Je pense que ça doit continuer, ça doit se poursuivre. Et rien ne doit l'entraver. S'il y a quelque chose qui doit l'entraver, c'est des relations, c'est des accords qu'on a signés, qu'on doit réviser suivant le processus constitutionnel de chaque État. Je crois que c'est comme ça qu'on doit envisager cette question de la pêche et vraiment saluer encore cette belle relation entre nos deux communautés de pêcheurs, entre nos deux peuples, et dire à ceux qui veulent jeter de l'huile sur ça qu'ils sont en train de se tromper pour rien, parce que c'est le bon Dieu qui a conçu cette relation et c'est sûr et certain que personne n'y peut rien. Oui. Alors, nous allons parler de sécurité et de transport, parce qu'on a vu ici en Gambie maintenant, la sécurité elle est en faille, si on peut dire. Qu'est-ce que le Sénégal peut faire pour la Gambie concernant tous ces problèmes que font face les pays maintenant? C'est dans beaucoup de domaines, même dans l'économie. On dit que maintenant, la monnaie du franc CFA dépasse maintenant lourdement celle du dalasi. Alors, je pense que c'est quelque chose qui va poser problème aux commerçants qui ont l'habitude d'aller et venir entre la Gambie et le Sénégal. Quelles sont les étapes peut-être prises par votre gouvernement pour faire face à tous ces problèmes, pour aider la Gambie? Enfin, bon, vous savez, comme je l'ai dit, M. le Président Macky Sall est dans les dispositions
pour vraiment faire face à tout ce qu'il y a comme défi à les relever ensemble avec son Excellence, Monsieur le Président Adama Barrow. Ils sont vraiment dans une entente cordiale, dans l'intérêt des deux pays. Le Sénégal ne peut pas aller sans la Gambie ne peut pas aller sans le Sénégal. Et c'est ça la vérité. Maintenant, la question de la monnaie obéit à des règles. Il y a des réserves de change qui déterminent la valeur de la monnaie. Et donc, je ne peux pas entrer dans ça. Ça, c'est un autre domaine qui ne me concerne pas. Mais je sais que tout ce que le Sénégal peut faire pour appuyer, aider la Gambie économiquement à se sortir de ces difficultés, c'est sûr et certain, le Sénégal n'hésitera pas. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur cette question du transit par le Sénégal des citernes de carburant, le Sénégal a dit oui, ok. C'était un poste Badiara, par exemple, ils l'ont élevé au rang de bureau pour permettre que les opérations se fassent maintenant. Parce que c'était un simple poste, il y avait 5 agents. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas l'autorité, ils n'avaient pas le mandat de faire passer ces citernes. Parce que les citernes, c'est des produits inflammables. Quand une citerne doit passer dans un village, dans un bourg, dans une commune où il y a plus de 1500 habitants ou plus, avec un produit inflammable, il y a des risques. Donc voilà pourquoi il y a un seul bureau à Dakar qui traitait les questions de pétrole. Mais maintenant, pour satisfaire la demande de la Gambie, Badiara va être érigé en bureau. Et on met le dispositif en place pour permettre de régler la transition rapidement dans des conditions appropriées. Ça, donc, c'est un exemple patent pour montrer à ceux qui pensent que le Sénégal cherche des difficultés ou bien veut créer, ce n'est pas le cas. Au contraire, au quotidien, tous les jours, on se bat pour que la relation soit la plus saine et la plus harmonieuse, la plus belle, la plus propre. Propre, je veux dire, parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie derrière. Les hypocrites, c'est ça qui vous disent le matin ceci et le soir ils font ça. Cette relation n'est pas hypocrite, elle est claire, elle est saine. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Enfin, si vous avez suivi mon intervention l'autre jour à la GRTS, j'ai invité mes parents sénégalais à ne pas s'immiscer dans la politique gambienne. Ce n'est pas notre affaire. Nous sommes des étrangers, nous sommes des amis, des frères, mais nous sommes des étrangers. La politique, ceux qui vont voter sont ceux qui ont la carte nationale d'identité gambienne et qui ont la carte d'électeur de Gambie. Ce sont eux qui votent et ce sont eux seuls qui vont voter, qui vont déterminer le futur de ce pays. Ce que je souhaite en tout cas, c'est ma satisfaction, ma fierté d'avoir un président Adama Barrow à la tête de ce pays pendant cette période-là et de voir tout ce qu'il y a comme réalisation, comme avancée, qui permet en tout cas de dire aujourd'hui que la Gambie est un pays démocratique, la Gambie est un pays stable, la Gambie est un pays paisible. Et c'est pourquoi j'ai invité mes compatriotes à venir investir en Gambie. Et récemment, vous avez vu qu'on a inauguré un complexe frigorifique qui emploie beaucoup de Gambiens et qui fait beaucoup de profit. À Sagnan? Non, à Tangier. À Tangier. On a récemment ouvert, j'ai des frères qui ont venu d'ouvrir une parfumerie ici vers l'hôtel Kairaba Hotel. Voilà, etc. Il y a beaucoup d'investisseurs sénégalais qui veulent venir maintenant. Il y a la Sonatel qui veut venir s'implanter. Il y a la chaîne de télévision ITV qui veut aussi venir s'implanter. J'ai même demandé une audience à M. le Président Adama Barrow. Je crois que dès que cette audience sera réglée, les conditions de l'installation seront mises en place.
etc. J'ai beaucoup. J'ai actuellement chez moi un opérateur qui veut venir investir et peut-être que si le président nous reçoit demain, bientôt les financements seront acquis. J'ai Pape Dia qui est installé aux États-Unis, qui est venu avant-hier avec un opérateur qui est dans la lunetterie. Il fait les lunettes moins cher et ils veulent aussi venir s'implanter pour permettre d'avoir le diagnostic rapide et avec des lunettes de qualité. Donc pour vous dire qu'il y a une paix, une confiance qui est née avec la présence de Monsieur le Président Adama Barrow, et je pense que c'est tout ce que je peux dire. C'est les Gambiens qui vont décider, et je pense que les Gambiens vont juger ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et prendre la décision pour le futur. En tout cas, au Sénégal, M. le Président Macky Sall a été élu au premier tour avec 58% des suffrages sur un bilan sur l'électricité, un bilan sur l'eau, un bilan sur les routes, un bilan sur les capacités des Sénégalais à vivre en paix, un bilan sur l'éducation et la formation. Je crois que donc les Gambiens aussi auront la latitude de juger sur le bilan de leur président pour savoir ce qu'ils doivent faire demain. D'accord, merci Excellence. Nous allons, je pense, clôturer cet entretien et passer à la dernière question qui est comment vous trouvez notre pays, la Gambie? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Oh, je me sens tellement à l'aise ici. Je me sens comme chez moi. Quand je sors, je vois mes parents, je vois les Sénégalais, je vois les Ivoiriens, je vois les Guinéens. Parce que j'ai la chance d'être dans un comité d'ambassadeurs de la CEDEAO. On se retrouve assez souvent. On n'est pas très nombreux, on est une petite communauté, mais on se retrouve souvent entre ambassadeurs de la CEDEAO. Et chaque fois, nous magnifions l'hospitalité de ce pays, l'ouverture des Gambiens, la générosité des Gambiens. Et ça, je sais que Sagna, qui a été un point sombre, ne peut pas ternir la qualité de cette relation-là. Les Gambiens sont naturellement ouverts et généreux. Dans n'importe quelle maison tu rentres, on te donne de l'eau à boire, on te donne une chaise pour t'asseoir. Ça, c'est dans notre ADN. Rien ne peut le changer. C'est ça, c'est la Sénégambie. Donc moi, je salue, je remercie encore Monsieur le Président Macky Sall d'avoir pensé à moi pour me mettre ici en Gambie. J'en suis très fier et très satisfait et je suis sincère, c'est la vérité. Voilà, parce que j'ai fait beaucoup de postes, j'ai fait le tour du monde. Quand j'étais en poste à Addis Abeba, pratiquement chaque mois, je faisais 15 jours à l'extérieur et 15 jours à Addis parce qu'il y a trop de réunions de l'Union africaine. Donc je connais l'Afrique. Sur les 55-54 pays, j'en ai fait au moins les 45. C'est sûr. Où je suis venu, j'ai passé la nuit dans un hôtel où j'ai fait au moins 3 jours. Donc je connais bien l'Afrique et donc je peux apprécier. Quand je dis que je me sens bien en Gambie, je suis à l'aise en Gambie. J'adore le peuple et la population gambienne. J'adore la gastronomie gambienne. C'est la vérité. C'est là la question. Qu'est-ce que vous aimez ici manger le plus? Ce que j'aime manger, même ma femme maintenant sait préparer ça. C'est cette sauce-là avec plaças. Ça, on fait ça même maintenant chez nous, c'est dans le menu de la semaine. Il y a un jour où on fait que plaças. Et tous ceux qui viennent adorent plaças. C'est un très bon. Voilà. Alors, un mot de la fin pour souhaiter à la Sénégambie un bon Ramadan. Voilà, c'est donc à la fin, donc je veux souhaiter au peuple sénégambien de rentrer dans ce mois béni de Ramadan par Bismillahir Rahmanir Rahim et terminé par Alhamdoulillahi Rabbil Alamin. Dieu nous a donné la chance, en dépit de tout ce qu'il y a comme défi, comme menace, en dépit de cette maladie mauvaise là,
de nous maintenir en vie et en forme jusqu'à ce qu'on puisse nous exprimer et parler. Nous rendons grâce à Dieu. C'est lui donc qui nous a permis d'être là aujourd'hui et d'envisager le mois de Ramadan dans la paix. Donc nous prions Dieu que tous nos vœux soient exaucés durant ce mois. Nous prions Dieu que durant ce mois, tous nos péchés soient pardonnés. Qu'on retrouve la stabilité, qu'on retrouve la paix des cœurs, qu'on retrouve la paix des cœurs, qu'on sorte de nos esprits. Parce que j'entends certains audios où on parle de relations Sénégal et Gambie, comme quoi il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace du tout. C'est la paix que nous souhaitons pour la Gambie, et je sais que la Gambie souhaite la paix pour le Sénégal, parce que si l'un n'a pas la paix, l'autre ne peut pas l'avoir. Ce n'est pas possible. C'est des pays frères et c'est des pays amis, et nous avons la chance d'avoir deux chefs d'État qui s'entendent parfaitement, qui sont des amis, qui sont des frères, qui s'appellent au téléphone chaque fois que de besoin, et ça c'est extrêmement important. Donc nous avons une chance que nous devons saisir pour permettre à la Sénégambie d'avancer dans les domaines importants, les domaines prioritaires, qu'on essaie de faire des avancées de ce côté-là. Au lieu de nous être là à avoir des craintes qui n'existent pas, à nous construire des cauchemars qui n'existent pas. Le Sénégal n'a aucune intention, aucune volonté de porter atteinte à quoi que ce soit en Gambie, ou bien de perturber la bonne marche de ce pays vers le développement et la démocratie. Au contraire, la volonté du Sénégal, c'est d'accompagner cette marche-là vigoureusement, des 10 bras pour que ça marche. C'est ça notre objectif, notre volonté. Que donc on cesse d'introduire dans l'esprit des populations que le Sénégal veut ceci ou le Sénégal veut cela. Le président Macky Sall pense plutôt à aujourd'hui créer des emplois, 65 000 emplois, 5 000 enseignants. Dans les 3 années-là, il va investir 450 milliards pour l'emploi. C'est ça notre objectif. Mettre l'accent dans la construction d'hôpitaux de haut niveau, de grande qualité, de grande capacité. Parce que le Covid a montré qu'il y a des failles. Et donc maintenant, on sait maintenant dans quel secteur on doit investir. Et la santé en fait partie, est un secteur prioritaire. Si on a des hôpitaux de haut standing, on n'a plus besoin d'envoyer nos personnels à l'extérieur se faire soigner à des millions d'euros. Donc c'est ça notre priorité aujourd'hui. Que ceux qui pensent que notre priorité, c'est de venir envahir la Gambie ou prendre la Gambie, qu'ils sachent que ça, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est de développer nos hôpitaux, c'est de créer des universités et des lycées, mettre nos élèves dans les meilleures conditions d'éducation et nourrir notre peuple avec une agriculture puissante. Le président Macky Sall a trouvé la production de riz à 400 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 1 400 000 tonnes de paddy. On est à 1 million de tonnes d'arachide. On est à plus de 2 millions de tonnes de légumes et de fruits. Voilà l'objectif du président. Mais pas être là à venir... où on va prendre l'argent pour mettre des militaires, venir... Ça n'a aucun sens. Que les gens arrêtent. Ça n'a pas de sens. Vraiment, c'est un appel encore que je lance pour dire, du fond du cœur, nous sommes des amis, nous sommes des frères, nous voulons que ce pays-là reste stable, continue à être en paix. Le Sénégal aussi va poursuivre son chemin pour construire un Sénégal nouveau, émergent, rayonnant. On était bien parti avec des taux de croissance de plus de 6%. C'est la Covid qui a tout bloqué. Mais vraiment, on était bien parti avec un aéroport, avec une flotte Air Sénégal qui est maintenant avec des avions tout neufs pour montrer la volonté du président d'aller de l'avant. C'est ça notre ambition. Mais pas vraiment aller dans des guerres inutiles ou bien des conflits qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Vraiment, je salue encore ma communauté sénégalaise
Je les remercie, je les félicite pour leur comportement, leur sérieux, le comportement digne qu'ils montrent en Gambie. Et saluer encore le peuple gambien pour son hospitalité et sa générosité. Et donc encourager mes parents pendant ce mois de Ramadan à continuer à vivre avec le peuple gambien dans la concorde, l'amitié et la fraternité. Merci à la GRTS, merci à vos caméramans, merci à vos monteurs. Je suis très fier de votre chaîne. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez vu, c'était notre entretien avec l'ambassadeur du Sénégal en Gambie, M. Bassirou Sène, à qui nous remercions de nous avoir accordé cet entretien. C'était votre page profil dans votre magazine hebdomadaire French Mag sur votre chaîne de télévision nationale DRTS avec votre amie Adja Mariam Ndiaye. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre page. Entre-temps, passez une excellente fin de soirée. Au revoir.